C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour fidèles auditeurs de C'est le temps qui fait la panique et bienvenue à ce nouveau numéro qui s'intéresse au discours, au langage qu'on tient parfois contre les réfugiés ou encore des personnes déplacées à la suite des conflits armés. René. Oui, Babel, la crise armée dans l'est de la République démocratique du Congo a fait se déplacer des milliers de familles. D'après les humanitaires, plus d'1 million de personnes ont quitté leur domicile, village ou territoire, leurs champs, biens et bétail suite à l'insécurité due aux affrontements entre les FARDC et le mouvement rebelle M23. La ville de Goma et ses environs sont envahis par ces déplacés en quête d'un endroit pour s'abriter. Il en est de même pour les populations déplacées suite aux activités des groupes armés dans le Kwamut ou encore en Ituri. Pour les personnes qui les accueillent et du fait de leur situation qui peut perdurer, ces déplacés deviennent malheureusement des boucs émissaires. En effet, René, ils sont accusés d'être coupables de l'insécurité, de la hausse du coût de la vie, de l'insalubrité. Bref, ils deviennent très vite des indésirables. Eh bien, comment ces propos haineux, stigmatisants, discriminants affectent-ils ces déplacés et quelle est l'incidence de ces langages dangereux sur le vivre ensemble en période de crise? Enfin, quel discours tenir envers ces déplacés qui n'attendent que d'être accueillis, assistés par leurs hôtes? Nous parlerons de toutes ces questions avec nos invités. Le professeur Dadi Saleh, il est expert en économie du développement. Le professeur vit au quotidien cette présence des déplacés dans la ville de Goma et ses environs. Nous disons bonjour au professeur Dadi Saleh. Bonjour et bonjour à tous. Nous avons également M. l'abbé Alain Lomanja, docteur en éthique sociale, ancien responsable de la commission justice et paix de l'Église catholique. Bonjour M. l'abbé. Bonjour madame, bonjour René et bonjour à tous les auditeurs. Avant d'aller dans le vif de notre thème, René, nous suivons ce premier extrait de notre feuilleton pour nous rendre compte que très vite, les personnes déplacées peuvent être considérées comme des indésirables. Suivant. J'en ai marre de passer des heures et des heures avant de puiser de l'eau. À cause de ces parasites déplacés qui ont envahi notre campus. Je ne peux pas accepter ça. C'est un non inacceptable. Cette situation est infernale. Nous devons agir le plus vite que possible. Je suis complètement d'accord avec toi. Nous sommes victimes de la mauvaise décision des autorités académiques qui ont accueilli ces sans-abri. En plus, ils leur accordent le meilleur sol au sein de l'université. Pire encore, mon ami, depuis l'arrivée de ces errants, un désordre criant prend de l'ampleur. C'est-il qu'hier, moi et plusieurs étudiants avons manqué de salle d'études. Rien Rien ne se passe comme prévu. Comment peut-on étudier en écoutant des cris des bébés de ces misérables qui ont pris d'assaut notre université? Pas seulement les cris des bébés, mon cher ami. J'ai d'ailleurs appris que, depuis leur arrivée, il y a des choses qui disparaissent dans nos chambres. Vous exagérez. Ils n'ont pas l'heure de voler par hasard, ces gens. Ils volent en plein jour. Ah bah, il faut qu'on billette. Oui, vous n'êtes pas sérieux, hein? Quand vous dites tout ça, vous n'êtes pas sérieux, dites-moi. Non, mais on est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, papa? Au lieu d'utiliser un langage de compassion envers ces personnes en difficulté, pour leur redonner espoir, vous les blâmez de tout et de rien. Vous trouvez ça normal? C'est inacceptable que des intellectuels de notre rang entendent tout ce temps pour puiser de l'eau. Juste parce que ces pauvres sillons ont envahi notre université. Tu trouves ça normal ou non? Et d'ailleurs, il est inconcevable que des humains exercent leurs activités aux côtés des porcs. Ils les laissent s'épanouir dans leur porcherie. Assez entendu, c'est bon. Assez comment? Assez quoi? Vous n'avez pas honte. Honte de quoi? Non, mais vous n'avez pas honte de quoi? Non, voilà,
Je dis que ce soit la dernière fois que vous tenez des propos qui déshumanisent les déplacés. J'ai d'ailleurs appris que depuis leur arrivée, des choses disparaissent chaque jour. On ne peut plus vivre en paix chez nous à cause de ces parasites, des propos qu'on entend ou parfois même qu'on tient à l'égard des déplacés qui vivent près de chez nous. Professeur Dadi Saleh, qu'est-ce qui peut, selon vous, justifier le fait que très souvent les personnes déplacées deviennent la cible de ce genre de discours? Est-ce qu'ils sont toujours coupables ou responsables de ceux dont on les accuse? Pas d'excuses pour tenir des propos haineux, mais quand même, on sait que dans la communauté, quand il n'y a pas un contrôle des flux d'une population, quand il y a, par exemple, le changement des habitudes socio-économiques, parce que effectivement, nous avons plus ou moins 7 millions de déplacés. Par exemple, pour Goma, on a plus de 4-5 ans et que c'est beaucoup de gens quand même qui viennent. Ce qui fait que s'il y a un changement brusque de la vie socio-économique, il y a frustration et il y a de friction. Parce que la vraie question, c'est plutôt le contrôle et le management de ces frustrations-là. Parce qu'on se pose des questions, quelle est la gestion effectivement des déplacés en République démocratique du Congo à Goma? Il ne faut pas seulement leur donner à manger, c'est un des points, mais comment est-ce qu'ils vivent? Ils sont déjà eux-mêmes traumatisés, ça c'est sûr et certain, mais est-ce qu'ils ne traumatisent pas aussi les gens qui vivent avec eux maintenant? On se souviendrait effectivement de ces déplacements massifs après les génocides du Rwanda où il faut le dire que la population qui était entrée à Goma était plus nombreuse que la population qui était à Goma. Et il faut dire que la population qui était entrée à Goma était plus riche que la population qui était à Goma et avait plus de biens. Alors là, vous comprenez qu'il y a une sorte de contraste. Ça, c'est un des points majeurs. Mais aussi, nous avons un point que les gens ne citent pas beaucoup, c'est les dons. Les déplacés signifient en grande partie qu'il y a des dons. Il y a des organisations au niveau international, au niveau local, les gouvernements qui essaient de donner des dons. Mais il se fait que parfois, la population, entre guillemets, locale est aussi tellement paupérisée qu'elle a besoin des dons. Encore source de frustration. Donc, parfois, la population locale aimerait bien se faire passer aussi comme étant des déplacés. Mais il y a beaucoup de raisons, comme je l'ai dit, mais la vraie question, c'est la gestion. Malheureusement, ici, chez nous, ça ne semble pas être respecté. Nous avons des camps. Ces camps sont totalement ouverts et que exactement, chacun peut sortir des camps pour aller en ville comme il veut. Et la plupart des fois, c'est plein de gens maintenant partout en ville. Mais comment ça se gère? Parce que en grande partie, et enfin, il y a ce qu'on peut appeler la mendicité. Peut-être que certaines personnes se plaignent à tort que c'est eux qui commencent à voler les choses dans leur maison, c'est eux qui traquent. Donc, ils deviennent un peu une sorte, comme on l'a dit, de bouc émissaire par rapport à tout le problème de la communauté qui existait déjà. Donc, je répète, la vraie question, c'est la gestion. Oui, merci professeur. Vous épinglez le fait que la gestion de ces réfugiés ou déplacés pose problème et peut-être est à la base de tout ce qu'on peut dire à l'égard d'eux comme propos déshumanisants, propos discriminants. On va prendre Monsieur l'abbé Lomanja. Monsieur l'abbé, est-ce qu'on se rend compte toujours de la situation difficile ou compliquée que traversent ces personnes déplacées lorsqu'on leur adresse des paroles qui discriminent, des paroles qui stigmatisent ou encore des propos qui le rejettent plutôt que de les accueillir, monsieur l'abbé? Je crois que le problème se pose aussi à ce niveau-là parce qu'il n'est pas toujours évident que pour s'adresser à ces personnes qui sont déjà en situation de vulnérabilité très profonde, on ne se rappelle pas toujours dans quelles conditions ils sont parce que ce n'est jamais de bon gré que l'on quitte son village, ses champs pour aller se retrouver dans un camp de réfugiés démunis. Mais je crois qu'il faut peut-être regarder quelques facteurs qui peuvent nous aider à comprendre l'origine des tensions entre les déplacés et les populations qu'on peut qualifier d'autochtones. Pour moi, le premier de ces facteurs importants, c'est d'abord la question sécuritaire elle-même. Dans la région des Grands Lacs, on a connu des rébellions qui ont émergé ou ont surgi des camps de déplacés.
déjà dès l'origine, on avait une certaine méfiance vis-à-vis des camps de déplacés parce qu'on ne savait pas exactement s'il n'y a pas d'infiltrés ou de réfugiés qui se sont ajoutés aux déplacés et qui peuvent poser problème au pays d'accueil. Mais il y a aussi un autre fait important, c'est que quand vous vivez dans une région où il y a des agresseurs comme la nébuleuse là de ADF-MTN dont on ne connaît pas très bien l'identité, la tendance générale c'est des soupçons entre les populations autochtones et les déplacés. On va vous dire que l'attaque est venue d'un camp de déplacés ou d'un camp de réfugiés et à partir de ce moment-là, vous ne savez pas très bien qui est en train de malmener la population et on se soupçonne. Je vois aussi en général la situation de précarité, mais une précarité dans la durée. Elle ne concerne pas seulement les déplacés, elle concerne aussi les populations accueillantes dont la solidarité est mise à l'épreuve. Parce qu'au début, vous voyez, les premières personnes qui accueillent les déplacés, c'est en général les populations autochtones. Mais à partir d'un moment, ces populations étant elles-mêmes dans la misère, ou si l'on prend le contexte de l'Est du Congo, ne pouvant pas s'adonner aux travaux des champs, les populations vivent dans la précarité. Ils ont partagé pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, ce qu'ils avaient avec les réfugiés. Tous, ils tombent dans la précarité et en ces moments-là, même le regard qu'on peut poser sur l'autre devient différent parce que le déplacé devient une charge et non plus un frère avec qui je partage la même situation de précarité. Merci M. l'abbé. De soupçons à l'égard de ces personnes déplacées qui peuvent être à l'origine de ces propos, il y a aussi la précarité qui met à l'épreuve justement le sens de solidarité des populations qui les reçoivent. Professeur Dadi, avant de poursuivre, pouvez-vous nous donner 2 ou 3 exemples de ces propos déshumanisants qu'on entend parfois dire sur les déplacés au niveau du Nord Kivu, professeur? Oui, je donne un exemple où on dit, comme malheureusement, souvent ils sont un peu sales. Donc il y a des gens qui disent, vous êtes des porcs. Alors, déjà, vu que les gens sont des porcs, vu que vous êtes tout sales, vous ne pouvez pas nous approcher. Il faut dire que beaucoup de gens qui se déplacent vers des camps, ils peuvent parler parfois les Kinyarwanda, ils peuvent parler parfois une autre langue, et que la langue aussi devient un peu une sorte de source Banyarwanda. Ce sont des Rwandais. Et pourtant, ce ne sont pas des Rwandais, ils parlent Kinyarwanda. Et c'est pas quand même très commode. Et c'est déshumanisant, effectivement, parce que dès qu'on parle de propos déshumanisants, on doit comprendre que ce sont des propos aussi qui incitent un peu à la haine, à la révolte, ça incite un peu même au tribalisme, ce qui ne peut pas être accepté. Merci, professeur, pour ces illustrations, pour ces premières interventions également, nos chers invités. Nous passons à présent à notre second tableau de notre feuilleton suivant. Tu répètes quoi? Vous devez cesser de tenir ces propos irrespectueux envers le déplacé. Ils ne doivent pas être victimes de vos acharnements quand même. Quelle perte du temps! À ta place, moi, je vais réviser mes cours. Et ça vous fait rire. Mon cher Mbouboui, Mai, on a eu tout. Bina nikumbusha vitu moja nilisomaka mu kitabu moja ya sagesse au village yetu. Inasema que les bêtes se soutiennent entre elles. Car possédant les mêmes caractéristiques. Voilà une raison valable pour laquelle on doit se débarrasser de ces bêtes pâles. C'est bon. Les gars, ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas. Dégagez-les. Arrêtez. Retirez vos mots, je dis, retirez vos mots. On ne tolère pas un tel langage tellement injuste et déshumanisant. Arrêtez de faire ce que vous faites. Ces déplacés sont des humains comme vous qui ont dû quitter leur demeure à cause de l'insécurité. Arrêtez. Ils vont s'en prendre des Arrêtez ces enfants, arrêtez. Vous êtes fous ou quoi?
Nous venons de suivre ces propos pas seulement déshumanisants, mais qui peuvent aboutir à ce qu'on s'en prenne physiquement aux personnes déplacées. Monsieur l'abbé Alain Lomanja, on voit clairement que parler ainsi aux déplacés, c'est utiliser un langage dangereux à leur égard. Quelles peuvent être, selon vous, les conséquences sur la façon dont ils sont accueillis dans les quartiers, dans les villes? Faut-il réellement craindre qu'ils deviennent des cibles de violence à cause de ces propos haineux tenus contre eux? Alors déjà, la première des conséquences, c'est que quand une personne n'est pas reconnue dans sa dignité d'être humain, quand la personne n'est pas reconnue, acceptée et accueillie, elle peut soit développer des attitudes agressives envers ceux qui la rejettent, soit alors se recroqueviller sur elle-même, et dans les deux cas, on n'arrive pas à favoriser la cohabitation pacifique entre autochtones et déplacés comme tels. Mais je voudrais peut-être dire qu'il y a une certaine approche moralisatrice qu'on entend dans les sketchs là. Évidemment, je comprends, c'est pour le besoin de la cause, mais cette approche moralisatrice n'a peut-être pas beaucoup d'efficacité sur le plan sociologique pour les changements escomptés. Je pense que l'approche qui serait la plus appropriée serait d'aller dans le sens de questionner les causes des problèmes et des tensions entre déplacés et populations autochtones. Si on essaie de les analyser, on comprendrait davantage la source de ces tensions-là et on chercherait des solutions par rapport à ça. Parce qu'il peut se faire par exemple que quand les déplacés arrivent dans un camp, il n'y a aucune autorité coutumière ou locale qui les approche, ce sont plutôt les humanitaires qui les accueillent. Et en ce moment-là, on ne peut pas faire valoir automatiquement les droits de se déplacer là. Par contre, si on passe par les circuits traditionnels du pouvoir coutumier avec les populations autochtones, il est possible d'enclencher un dialogue avec les déplacés et ça va marcher. Donc je pense qu'il en va aussi de la responsabilité des autorités pour faire prévaloir aussi bien les droits des populations autochtones que les droits des déplacés, parce que quand on est déplacé dans son pays, on n'est pas à l'étranger, on ne cesse pas d'être citoyen de ce pays-là, on jouit de tous ses droits et légalement chacun peut se retrouver partout. Oui, monsieur l'abbé, vous parlez donc de l'importance de tabler sur les problèmes qui aboutissent à ces genres de traitements envers les réfugiés. Vous insistez sur le fait que l'organisation de leur accueil, et le professeur Dadi parlait tout à l'heure de gestion de ces réfugiés, ces paramètres pris en compte, monsieur l'abbé, vous pensez que ça peut leur éviter des situations décrites dans le sketch, c'est-à-dire des déplacés qui deviennent la cible des violences, monsieur l'abbé? Oui, je le crois personnellement, c'est-à-dire dès le départ, que le travail humanitaire ne soit pas totalement séparé de l'administration locale et du pouvoir coutumier. Si on pouvait imaginer une manière d'intervenir en cas de déplacement massif des populations comme ça, on rassemblerait à la fois l'autorité coutumière, politico-administrative et les représentants des populations locales et des déplacés. On pourrait alors commencer à négocier ensemble, à voir quels sont les conflits potentiels qui peuvent surgir à partir du moment où on assiste à un accroissement de la population dans un milieu donné. Et ça permettrait d'éviter qu'on arrive à ce genre de propos déshumanisants, comme vous dites. Merci, monsieur l'abbé. Vous insistez sur l'implication de tous déplacés comme ceux qui les accueillent. Professeur Dadi Saleh, certains déplacés sont accueillis ou rejetés en fonction de leur origine et parfois de leur faciès, qu'on peut associer bien sûr aux causes de la crise. Selon vous, quel risque de catégoriser les personnes déplacées selon ces critères et quels sont les implications que cela peut avoir sur la cohabitation entre les communautés et sur l'unité ou encore le vivre ensemble national, déjà dans les lieux où les réfugiés sont accueillis, mais partout ailleurs dans le pays? Oui, malheureusement, c'est une réalité, parce que comme nous sommes en guerre, entre guillemets, il y a vraiment des conflits aussi qui tendent à être des conflits tribalo-ethniques, même si les conflits de la RDC, normalement, c'est pas un gros conflit tribalo-ethnique, mais sur terrain, il y a ce fait-là qui reviennent et les interprétations sont là. J'aimerais préciser que, exactement, la parole guérit et la parole détruit. Je prends un exemple plus concret. Dès que vous êtes à Mugunga, déjà une bonne partie des gens à Mugunga, déjà ce ne sont pas des gens très nantis. Ce qui fait que quand vous amenez exactement les déplacés, qui sont aussi vulnérables, on mélange deux populations, pas vraiment nantis,
mais dans des conditions différentes où tout le monde a besoin d'aide. Et que malheureusement, avec, comme vous avez dit, des conflits par rapport aux ethnies et aux tribus, il faut construire une communication à court, moyen et long terme. Parce que parfois, nous confondons la motivation, la détermination et une communication dans le sens effectivement de nuire et qui peut augmenter les risques de violence. Et quand ça augmente les risques de violence, c'est-à-dire que la guerre peut encore perdurer. Si les déplacés ne se sentent pas accueillis comme il faut, eh ben, ils peuvent se dire, alors là, c'est mieux que je retourne dans une rébellion. Parce que je suis congolais, mais je me retrouve chez moi en tant que déplacé et que effectivement je ne suis pas protégé. Parce qu'il faut dire que nous avons des institutions, M. Dabé vient de le dire, non seulement du point de vue de l'administration publique, mais aussi nous avons des institutions dans le sens des chefferies, etc. Donc, les garants de la nation, c'est le président de la République. Garantir la paix, garantir la quiétude pour chaque Congolais, c'est vraiment une des prérogatives du chef de l'État ainsi que de la présidence et même du gouvernement. Donc, ils doivent s'en occuper au quotidien. Parfois, on ne sent pas la présence effectivement de l'administration publique. Tenez, effectivement, il y a des accusations qui parfois ne sont pas fondées, que les armes circulent aussi dans des camps de réfugiés. Il y a parfois de suspicions disant que les rebelles sont infiltrés dans des camps de réfugiés. Vous comprenez? Cela crée des tensions. Et la bonne gestion, c'est vraiment d'abord la communication. Et savoir effectivement que les déplacés ne sont pas déplacés théoriquement pour une longue durée. Or là, nous avons des déplacés depuis d'une année. Vous comprenez que même M. Labbé peut les témoigner, eh bien, des frustrations, il y en a. Merci, professeur. Nous retournons à nouveau notre groupe d'étudiants pour voir qu'ils se rendent compte de l'importance de chercher à comprendre la situation de l'autre avant de se lancer dans des propos haineux contre ces derniers. Mais vous voyez maintenant les conséquences. C'est à cause de vos paroles irrespectueuses que plusieurs étudiants viennent d'agresser les déplacés. Hein? Vraiment. Et certains enfants déplacés ont été blessés. Vous voyez? Mais vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez jamais. Je vous ai toujours dit, il faut boyo kaka. Je vous ai toujours dit que c'est dangereux de proférer des propos outrageants envers les autres. Vous voyez maintenant? Vous voyez, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous arrêtez? En tout cas, je suis vraiment désolé pour ce qui vient d'arriver aux enfants. Je suis vraiment désolé. C'est tout ce que tu dois dire. Mon Dieu. Si vous avez une fille comme moi, je ne sais même pas comment je suis arrivé là. Tu ne sais pas? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien, c'est tout mon ami. Hein? Depuis que les déplacés sont arrivés au campus, alors qu'il y avait un problème de carence d'eau ici, nous les avons vus comme une... Et du coup, vous avez adopté ce langage irrespectueux envers eux. Vraiment, c'est ça, hein? Moi-même, j'avais suivi aveuglément ce mouvement en adoptant ces langages sans penser aux conséquences. Même moi aussi, mon cher, ça. Et voilà maintenant où ça nous amène. Vous voyez, hein? Écoutez-moi bien. Vous savez que ce sont vos mots qui ont poussé d'autres étudiants à bousculer, à gifler certains enfants des personnes. Ah oui, est-ce que vous voyez bien? Oui, est-ce que vous voyez bien? Mais on connaît ça, non? Vous devez assumer. Tout à fait. Vous devez assumer. Les gars, ce qui vient de se passer, c'est ce qui arrive lorsqu'on adopte une attitude d'indifférence envers la situation des autres. Hein? Car on ne se limite qu'à les blâmer gratuitement. Nous devons chaque fois nous mettre à la place des autres pour mieux comprendre leur situation. Oui, ces déplacés mener une vie normalement comme nous. Tout à fait. Vous créez des Pensez-vous qu'ils sont contents de se retrouver dans ces conditions affreuses après avoir abandonné leur demeure? Non. Ils méritent d'être traités avec respect et protection au vu de leur situation de vulnérabilité. Vous avez raison. En tout cas, les amis, nous reconnaissons que nous avons merdé. En tout cas, vraiment merdé. Désormais, nous verrons à notre langage. En tout cas, personnellement, moi, je demande pardon. C'est
ce qui arrive lorsqu'on adopte une attitude d'indifférence face à la situation des autres. On a là une situation où les conséquences fâcheuses de discours tenus font réfléchir nos acteurs. Professeur Dadi Saleh, comment éviter d'en arriver à ce genre de situation? Quel regard avoir et surtout quel discours tenir à l'égard des personnes déplacées ou toute autre personne en situation d'indigence, des personnes qui ont besoin de la solidarité et du soutien de la communauté? Votre conclusion, professeur? Oui, merci beaucoup. Au fond, c'est une question très importante puisque les propos outrageants dépendent plus de l'éducation générale, de l'éducation de la masse, de l'éducation formelle et informelle à l'école, de l'éducation culturelle. Ce qui fait qu'on peut partir effectivement de là pour vraiment éduquer la population à être tolérant. Ça, c'est sûr et certain, parce que parfois, il y a des propos, quand on est traumatisé, même un mot qui ne devait pas être grave, mais quand on est stigmatisé et traumatisé, ce mot-là devient grave. Donc, en amont et en aval, on doit avoir vraiment une éducation de communication et cela peut éviter effectivement beaucoup de dégâts. Mais au moins, la seule chose importante, comme je l'ai dit, c'est la gestion du flux de la population. Une population qui n'a plus d'espoir se révolte d'une façon ou d'une autre. Et une population qui n'a plus non plus d'espoir que les déplacés vont rentrer a tendance aussi à se développer. Donc il faut des plans clairs. Les déplacés restent là pour combien de temps? Est-ce qu'ils vont partir? Qu'est-ce qui va se passer? Et au quotidien, ils font quoi? C'est ça la gestion des déplacés plutôt que de venir seulement quelquefois leur donner, je dirais même un peu jeter des petites histoires à manger une fois, des fois. Et la nation est capable de le faire et on a des ministères pour ça. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Éducation à une communication axée sur la tolérance, mais aussi bonne gestion des flux des déplacés. Monsieur l'abbé Alain Lomanja, on va aussi prendre votre conclusion. Quelles sont, selon vous, les solutions qu'on peut préconiser pour arriver à changer ce narratif stigmatisant, dénigrant, voire menaçant envers les déplacés? Y a-t-il une façon, comme disait le professeur Dadi Saleh, d'éduquer la population afin qu'elle change sa façon de considérer les déplacés qui n'ont d'ailleurs pas souhaité se retrouver dans cette situation, monsieur l'abbé? Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la fin du dernier sketch et comme toujours les conclusions sont très positives, mais il faut aussi reconnaître que dans la vie réelle ça ne se passe pas toujours comme ça. Il ne suffit pas de tenir un propos moralisateur pour que la réalité change. Il faut aussi sur le terrain des rencontres avec les autres différents, il faut une action préventive des autorités de l'État, comme des organisations de la société civile, comme des autorités coutumières. Et cette action-là doit se porter en amont, ne pas attendre des moments où la situation dégénère dans les rapports entre les populations autochtones et les déplacés pour essayer d'intervenir. Mais si on travaille en amont, on peut déjà commencer l'éducation aux valeurs, l'éducation aux droits humains. On peut sensibiliser sur la situation des personnes déplacées, sur les droits des personnes déplacées, sur le devoir de solidarité avec les déplacés. Si ce travail se fait en amont, il est possible que nous arrivions à éviter ces conflits qui dégénèrent dans des expressions souvent construites sur la base des préjugés. Merci, monsieur l'abbé. Éduquer, sensibiliser en amont éviterait des situations troubles, des tensions comme on le vit si souvent dans notre pays. C'est le temps qui fait la panique. C'est la fin de ce numéro consacré au discours, au langage que l'on tient envers les personnes déplacées, du fait des violences, discours dangereux qui non seulement se moquent de leur situation, mais les expose au risque de violence, discours de haine qu'on ne devrait pas tenir envers les personnes qui ont besoin de notre solidarité, de notre compassion, René. Et oui, accuser les déplacés d'être responsables de la crise économique, du désordre ou de l'insécurité dans nos entités, c'est montrer de l'indifférence face à leur souffrance, c'est ne pas comprendre qu'ils n'ont pas souhaité se retrouver dans cette situation et c'est ignorer qu'on peut toujours se retrouver un jour dans les mêmes conditions. Et c'est surtout tenir un langage dangereux qui peut faire des cibles de la vindicte populaire. Les déplacés attendent de nous un discours de compassion, un discours de solidarité, un discours d'apaisement qui milite pour la paix sociale et le vivre ensemble. C'est le temps qui fait la panique. Nous disons merci au professeur Dadi Saleh, expert en économie du développement. Il intervenait depuis la ville de Goma, dans le Nord Kivu. Merci également à monsieur l'abbé Alain Lomanja, docteur en éthique sociale, ancien dirigeant de la commission justice et paix de l'église catholique. Merci également à vos fidèles auditeurs et auditrices.
Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 minutes de Kinshasa pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez ce numéro en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 minutes, toujours sur Radio Kapi ou à tout moment sur radiocapi.net et abar-et-rdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Kapi et Abar et RDC. Encore une fois, merci. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Kapi.